la question des luttes est centrale. Alors, je vais présenter votre livre, hein. Vous dites qu'il y a d'autres perspectives, mais pour les envisager, il faut étudier les enseignements d'un passé qui est proche, hein. Vous vous êtes donc penché sur la crise grecque de 2015 dans votre ouvrage. On peut remettre la cover. Capitulation entre adultes, dont le titre est évidemment une référence pour ceux qui l'auront lu au livre Conversation entre adultes, dans les coulisses secrètes, vous insistez sur le mot secrète, de l'Europe, de Yanis Varoufakis, ancien ministre grec des Finances, on le rappelle. Et c'est un véritable polar politique, dites-vous, ce livre-là, mais le vôtre aussi, hein, plusieurs sont d'accord. Alors, je voudrais rappeler aussi, vous avez été entre mars et juillet 2015 coordinateur de la commission d'audit de la dette grecque à l'initiative de la présidente du Parlement grec. Vous avez donc vécu à Athènes et vous étiez au cœur des événements. Vous savez de ce dont vous parlez. Alors, avec le cas grec, ce qui était instructif et important, à plus d'un titre, pour une vision internationale, dites-vous, c'est que ça ne se cantonne pas à ce seul cas. Et première chose que vous pointez, c'est une première au XXIe siècle qu'un parti d'extrême gauche radical est élu en Europe. Mais vous dites assez rapidement aussi, 6 mois après l'arrivée au pouvoir de ce parti, c'est la déconfiture, en tout cas la déception. Pourquoi est-ce la déception? Qu'est-ce qui s'est passé, Éric Toussaint? Ce qui s'est passé, c'est que cette organisation politique qui avait un mandat très clair donné par la population, et le mandat était donné sur la base d'un programme sur lequel cette organisation politique s'était présentée, eh bien, la direction du gouvernement et donc de cette organisation politique n'a absolument pas respecté l'engagement qu'elle avait pris pour être portée au gouvernement. Et donc, oui, en fait, je dirais que la capitulation, c'est un point important de mon livre, a eu lieu malheureusement déjà le 20 février. Après une capitulation, on peut se reprendre. Une capitulation, ce n'est pas nécessairement la défaite définitive. Mais il y a une capitulation, c'est-à-dire que alors que Varoufakis, Tsipras défendaient l'idée qu'on se passait de la Troïka dorénavant, qu'on ne dialoguerait plus avec ces instances tout à fait antidémocratiques constituées par le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Voilà ce qu'on appelle Troïka, voilà, la Troïka. Et qu'on ne pouvait plus parler du programme d'ajustement imposé à la Grèce, qu'on appelait un mémorandum, et qu'il fallait l'abandonner. Eh bien, le 20 février, le gouvernement grec a envoyé à la Commission européenne, à l'Eurogroupe plutôt, qui est une structure absolument non démocratique, un texte écrit par les dirigeants de l'Eurogroupe. Ils voulaient recevoir cette lettre, un peu comme les gouvernements du Sud envoient une lettre d'intention au Fonds monétaire international, qui est écrite par le Fonds monétaire international, et où le gouvernement dit « j'assume, je veux mener ces politiques », ce qui dédouane le Fonds monétaire international et dans ce cas-là, la Troïka, la Commission européenne, l'Eurogroupe. Et donc, on a eu un jeu, si vous voulez, une situation où il y avait une telle agressivité des médias dominants et de l'Union européenne qu'on avait l'impression que Varoufakis et Tsipras résistaient courageusement, alors qu'en fait, malheureusement, il capitulait. Moi, j'étais là, je m'en rendais compte. Vous le dites à plusieurs reprises. Hein. On s'est dit tous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En fait, non, pas du tout. Non, voilà, parce que j'étais en contact avec Varoufakis, j'étais en contact avec Tsipras. Je voyais ce qui était en train de se passer et on était en train de se dire ils sont en train de perdre un temps absolument vital. Maintenant, quand Tsipras, si vous voulez, à la fin juin, a eu une sorte de réaction de dignité et a dit non, là, la Troïka, enfin, l'Union européenne en demande trop, je convoque un référendum, c'était le 27 juin, je le convoque pour le 5 juillet, et là, je demande au peuple grec de dire non aux exigences européennes. Toute une série de gens se sont dit, voilà, Tsipras finalement réagit et il appelle à voter non. Et le peuple grec, malgré les menaces prononcées par les dirigeants de la Banque centrale européenne, il faut se rappeler que le vice-président de la Banque centrale européenne, Benoît Cœuré, un Français, a dit si les Grecs votent non, ils sont expulsés de la zone euro.
Et Juncker a fait des déclarations extrêmement dures, Draghi également. Malgré ça, 61% des Grecs ont voté non, sachant donc qu'ils risquaient très clairement l'expulsion de la zone euro. Ils ont eu le courage de cela. Et Tsipras, le lendemain, s'est réuni avec les 3 partis qui avaient appelé pour le oui. Donc là, on n'est plus simplement dans la capitulation, on est dans la trahison d'une volonté populaire. Alors, vous dites qu'ils ont peut-être voulu baser leurs négociations sur l'amiable et que c'était une erreur, premièrement, qu'il aurait fallu un conflit, deuxièmement, et troisièmement, l'idée est importante, c'est qu'ils ont voulu garder secret, d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre, non, de Varoufakis d'ailleurs, secrète ces négociations, alors que, vous dites, il aurait fallu les mettre à jour pour que la solidarité, le peuple grec qui était prêt à se battre et l'international aussi, les populations auraient pu, il y a eu des manifestations à Bruxelles. Et pourquoi avoir gardé secrète ces négociations? Pourquoi ne s'être pas appuyé sur, et c'est peut-être ce qu'Arnaud dit aussi, c'est que demain, il faudra s'appuyer sur ces conflits, en tout cas sur ces luttes populaires. Mais la logique d'Alexis Tsipras, c'était de convaincre les ennemis qu'ils devaient faire des concessions. C'était naïf, ça. C'est profondément naïf et c'est quelque part plus grave que ça parce qu'on ne peut pas se permettre une telle naïveté quand on analyse un peu sérieusement. Il y avait des précédents sur quelle était la politique de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Donc, il y a une démarche, une stratégie qui a eu des effets absolument terribles. Et effectivement, s'il y avait eu une communication en refus de la diplomatie secrète, il y aurait pu y avoir des mobilisations beaucoup plus importantes. À Bruxelles, il y a eu 3500 personnes en solidarité avec les Grecs. On aurait pu avoir beaucoup plus de monde que ça si la communication passait. Alors là, évidemment, pour moi, les premiers responsables, c'est les dirigeants européens. Mais quand on a des ennemis comme ça, il faut pouvoir les affronter. Si on a demandé un mandat au peuple pour l'affronter. Et donc, vous savez, dans la stratégie d'une bataille, un élément clé, c'est on ne choisit pas, on n'accepte pas de se battre quand on est en position de faiblesse sur le terrain décidé par l'ennemi. Or, à tous les moments, le gouvernement grec a accepté le terrain défini par l'ennemi. Dans une stratégie, dans un combat, y compris sportif, etc., d'un boxeur face à un autre boxeur, c'est trouver la faiblesse de l'ennemi, prendre l'initiative au bon moment. Et donc là, il y avait des armes aux mains de la Grèce qui étaient un audit de la dette grecque, une suspension du paiement de la dette à l'égard du FMI parce qu'il fallait verser au FMI 3,5 milliards d'euros en 6 mois. Et il était tout à fait possible de dire, écoutez, on va d'abord auditer la dette que le FMI nous réclame. Et le temps de l'auditer, ben, mon Dieu, on va suspendre le paiement. Et cet argent-là, on va l'utiliser pour améliorer les conditions de vie de la population. Ça aurait été parfaitement audible pour la population européenne s'il y avait eu une volonté de communiquer là-dessus. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont abandonné des armes. Et ce qui est très intéressant dans le livre de Varoufakis, c'est que quelque part, à plusieurs moments, dans son livre, il dit ben oui, il aurait fallu suspendre la dette. Et oui, j'aurais dû démissionner, mais je n'ai pas démissionné. Il explique qu'il a eu 7 lettres successives de démission, chaque fois dans sa poche, et il l'a tâté dans sa poche au moment où il devait démissionner, mais finalement, il ne démissionnait pas. Et il n'a pas démissionné. Il a été démissionné par Tsipras le 6 juillet, parce que Tsipras, là, s'est dit, Varoufakis ne doit pas marcher dans cette trahison définitive, et il faut que je m'en débarrasse définitivement. Alors, vous dites aussi que même si la Troïka a gagné, elle n'est pas sortie intacte. La vision que le peuple européen a de l'Europe est encore plus en crise qu'avant cette date, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que la Troïka et les gouvernements européens se sont acharnés sur la Grèce. Vous dites aussi que la dette était illégale, odieuse, illégitime. Donc, toute cette analyse pour dire quoi? Qu'à l'avenir,
avec tout ce qu'on mettra en œuvre pour créer un monde meilleur demain, il faudra vraiment lutter et en appeler à la population et au mouvement pour ne pas refaire ce que la Grèce je pense, si vous voulez, que toute force politique qui veut représenter les intérêts des classes populaires doit s'engager, si elle est portée comme force politique au gouvernement, à désobéir à une série de dispositions de traités et l'annoncer clairement, c'est-à-dire se faire élire avec le mandat de désobéir. Et désobéir, comité d'action laïque, vous savez très bien que c'est tout à fait justifié de désobéir comme citoyen face à l'injustice, face à des traités qui imposent un renoncement des gouvernements à essayer de satisfaire les droits de leurs propres élus, de leurs propres mandants, pardon. Et donc, il faut revendiquer le droit à désobéir et s'engager à désobéir, à mener les négociations en toute transparence et à appeler la population à exprimer par la mobilisation son soutien pour mettre en œuvre une autre politique. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai participé après 2015 à ce qu'on a appelé les conférences pour un plan B, et j'ai justement écrit ce livre à destination des citoyens européens pour dire, tirons les leçons, et si on veut un changement en Belgique, si on veut un changement au Portugal, en Espagne, en Italie ou ailleurs, voilà ce qu'il faudrait en tout cas essayer de faire. Préparer l'affrontement, mener, envisager des tactiques. Hein. Et donc l'affrontement, ce n'est pas sanglant, hein. C'est une résistance très forte de la part d'un gouvernement va permettre de sauver, y compris des vies humaines. D'ailleurs, je résume quelques pistes que vous lancez qui sont très proches de celles d'Arnaud, hein, finalement. Annulation des dettes publiques, contrôler le système bancaire, on vient de le dire, abandon de l'austérité, mesures fiscales, contrôle de l'inflation, débattre sur l'Europe, remettre en cause effectivement voilà, cette troïka, autonomie des mouvements citoyens par rapport au gouvernement, et peut-être dépasser le néolibéralisme et le capitalisme, hein, se réinventer. Un mot, Arnaud, sur le livre d'Éric et ces pistes-là. Je dirais, pour rebondir sur la remarque que tu faisais tout à l'heure, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des mobilisations sociales, il faut qu'il y ait des débouchés politiques. Donc, c'est cette articulation-là qui doit exister. Et on a vu avec le cas grec aussi la limite d'avoir des mobilisations dans un seul pays quand on est dans une Union européenne. Parce que moi, je dirais, par rapport à ton constat, tu dis la capitulation, c'était déjà en février, oui, mais ils étaient déjà morts le lendemain de l'élection pour moi. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale européenne a en fait coupé le robinet financier le lendemain de l'élection. Donc, une semaine après, le 4 février. Voilà, exactement. Donc, la seule alternative par rapport à ça, c'était de sortir de la zone euro, voire de l'Union européenne. Et donc, il y a eu ce pistolet sur la tempe de la Banque centrale européenne. Et de nouveau, ces politiques monétaires, c'est toujours invisible. Donc, pour le public, qu'il soit pour ou contre, il ne voit pas ce qui se passe. Et puis, l'erreur, mais en même temps, l'erreur, elle est clairement partagée. Hein, c'est que Tsipras a quand même compté sur les socialistes en France et en Italie qui ne menaient pas des politiques socialistes. Et donc, il s'est retrouvé complètement isolé au sein de l'ECOFIN. C'est vrai que ce n'est pas public, mais il y aurait eu aussi moyen de mener un rapport de force s'il y avait eu quelques alliés. Or, ils se sont retrouvés complètement isolés, tout seuls. On ne peut même pas dire qu'il y avait un pays qui aurait un peu plus soutenu, etc. Donc voilà, ça, c'est la difficulté de cette construction européenne où quelque part... moi, je défends le fait qu'il faudrait quasi créer des alliances européennes pour des projets alternatifs, parce qu'autrement, on tombe dans, je termine le livre par cette anecdote-là, de ce qu'on appelle le piège de Hayek. Hein. Friedrich Hayek, il était pour une fédération d'États comme l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'il s'était dit, mais finalement, ça va créer un grand marché, donc ça va être les lois du marché qui vont s'imposer, et pour en sortir, ça va être super compliqué. Et donc, il était aussi très favorable à l'élargissement à l'Est, puisque ça rend quasi impossible toute décision politique. Donc, il y a cette réflexion-là à mener.
Mais si on reste, à mon avis, dans l'idée qu'il faut simplement des mobilisations sociales et un gouvernement qui applique l'agenda dans un pays, et si on n'a pas un programme supranational, je ne dis pas qu'il faut l'unanimité, hein, je dirais qu'il faut des rapports de force. Si on voit déjà l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, ça fait les 3/4 de l'économie européenne. Donc, je dirais qu'il y a des pays qui pèsent plus que d'autres. Mais là, j'ai envie de dire, le fonctionnement de la zone euro est tel que on ne veut plus de la Troïka, mais dans la Troïka, il y a la Banque centrale européenne et qu'elle a la main sur le robinet. Tu vois, non, je pense que non, il n'était pas mort le lendemain des élections. Je pense que s'ils avaient décrété la suspension des paiements, il faut bien être conscient qu'ils ont sorti 3,5 milliards d'euros en 6 mois sans recevoir le moindre versement. S'ils avaient utilisé ces 3,5 milliards pour relancer l'économie grecque, ça aurait eu des effets immédiats, c'est-à-dire s'engager à augmenter le salaire, rétablir le salaire minimum légal, rétablir les pensions, tout ça pour relancer la consommation et redonner justement à ceux qui avaient des choses à vendre à la population, aux petits commerçants, aux agriculteurs, etc., un marché et une demande. Et ils auraient, eux, en suspendant le paiement, mis en difficulté le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne qui auraient dû négocier. Tant que tu rembourses ton créancier, il n'a pas de problème. Il y a un adage absolument clair et né au niveau anglo-saxon qui est la chose suivante. Si tu as une dette de 1000 livres sterling et tu ne peux pas la payer, tu as un problème. Mais si tu as une dette de 10 millions de livres sterling et tu ne peux pas rembourser ton banquier, c'est ton banquier qui a un problème. Donc, si tu as une grosse dette par rapport au FMI et que tu suspends le paiement et que le FMI se dit des Français, putain, qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi dans la situation de la Grèce et il y a l'Argentine, etc., ils vont peut-être s'y mettre aussi. Il faut peut-être que je trouve une solution avec la Grèce pour limiter l'extension du foyer. Il y avait réellement des possibilités. Évidemment, pas du côté de Michel Sapin en France, de François Hollande, de Matteo Renzi, et malheureusement, parce qu'on aurait bien voulu que ce soit le cas, évidemment, mais il n'y avait pas ce moyen-là. Donc, il y avait en Grèce cette possibilité-là, et pas pour moi la sortie immédiate de la zone euro. Ça aurait fini par arriver, mais d'abord la suspension de paiement. La création d'une monnaie parallèle. Il était possible de fonctionner avec une monnaie parallèle. Et j'en ai discuté avec James Galbraith, qui était conseiller de Varoufakis. Vous savez, il y avait pour 14 milliards d'euros de billets de banque dans les réserves de la Banque centrale grecque. Des billets en euros. Mais qu'est-ce que tu fais avec des billets en euros? Tu les estampilles. Ça marche dans les guichets automatiques, mais évidemment, ils ne sont plus convertibles. C'est ta monnaie parallèle. Et tu as les billets, parce que Varoufakis disait il faut 6 mois pour imprimer des billets. Mais non, il y avait les billets. Maintenant, tu as des euros convertibles et des euros non convertibles que tu as produits toi-même sous ta responsabilité de gouvernement. Donc, il faut penser qu'il y a différentes possibilités pour des États qui ont désobéi. L'Islande a désobéi à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. C'est 250 000 habitants. Ils ont résisté et ils ont gagné. L'Islande a eu un progrès économique important. Comme tu sais, ils ont mis des banquiers en prison. Ils ont instauré un contrôle sur les mouvements de capitaux. Et le FMI a dû dire très bien, l'Islande, vous avez raison de contrôler les mouvements de capitaux. Donc, il y a des possibilités. Moi, c'est ce que j'essaye de dire. Même pour un petit pays, et je l'avais vécu en Équateur, il y a moyen d'affronter ces créanciers et de gagner. Éric et Arnaud, on va clôturer, il reste environ 7-8 minutes, et on va clôturer une question ou deux quand même pour permettre à ceux qui ont envie de vous interpeller. Une question pour vous deux. Quand on voit que Trump a quitté le traité de Paris, peut-on compter sur le politique comme vecteur stable de la transition écologique dont vous parlez? Si on prend Trump, c'est la conséquence de système que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, on est dans la phase d'après. Donc, Trump a été tellement horrible
y compris par le plus modéré des progressistes, que finalement, il est en train de doper le camp progressiste. Joe Biden, personne ne parie un penny sur une quelconque initiative. On voit quand même que dans une série de domaines, il nous surprend positivement. Donc voilà, il a une majorité complètement étriquée, donc on est loin d'être sorti de l'impasse. Mais bon, enfin, ça ne va pas être des Trump qu'on va résoudre quoi que ce soit. Les Trump et compagnie, c'est les conséquences de cette logique identitaire. Et bon, on l'a connu dans les années 30, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et bon, Eric et moi, on connaît bien les pays en développement. Bon, si vous allez en Afrique, il n'y a aucun débat gauche-droite, il n'y a aucun débat idéologique. Hein, c'est que des débats identitaires. Donc, quand on appauvrit les populations, c'est plus facile de braquer contre le voisin, ou contre l'ethnie, ou contre les Wallons, contre les Flamands. C'est ce que c'est ici. Donc, il faut sortir de cette logique identitaire pour l'universalité des droits humains et mettre en avant les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, qui sont très populaires. Hein. Donc, il y a une très forte attente de la population, mais il n'y a pas de débouché politique où il y a des partis qui sont sur des fonds de commerce et qui pourraient, s'ils avaient une certaine cohérence idéologique, surfer sur une nouvelle hégémonie culturelle, mais on n'y est pas actuellement parce qu'il n'y a pas de débouché politique. Et rappelons-nous, donc on est tous confinés, mais avant la pandémie, on avait une situation sociale qui était en feu partout, enfin en Asie, à Hong Kong par exemple, en Amérique latine, rappelons-nous de ce qui se passait au Chili, au Moyen-Orient, comme au Liban, enfin on peut prendre tous les continents. Dire les mouvements sociaux sont là, mais il n'y a pas de débouché politique. Et pas non plus de force politique cohérente qui est capable de faire la synthèse de ce projet progressiste. C'est peut-être une transition avec une autre question. La dette et la transition écologique, c'est du long terme. Or, la politique, les élections, c'est plutôt court terme, et puis chacun va vouloir... Oui, mais c'est ça l'hégémonie culturelle. Oui. Dire, si après la Deuxième Guerre mondiale et après les mobilisations énormes, comme l'a expliqué Eric, il y a eu les systèmes de protection sociale, il y a eu le New Deal, bon, qui était certes imparfait, mais dire après, il pouvait y avoir des élections, il y avait toujours cet État-providence, ce New Deal. Malheureusement, après, il tournait en néolibéral, et on avait beau avoir des élections passées de gauche à droite, c'était l'agenda néolibéral qui avait l'hégémonie culturelle. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des arguments qui soient tellement forts et tellement évidents que finalement, l'opinion publique impose cet agenda qui devient transversal à quelles que soient les officines politiques. Mais là, on n'en est pas là parce qu'ici, on voit dans beaucoup de pays, c'est très polarisé. Et dans notre pays, en Belgique, où on a des gouvernements à la proportionnelle, on ne sait plus prendre aucune décision puisque un sujet arrive sur la table et on a les deux pôles et c'est bloqué. Et vous craignez que quand on réagira, c'est qu'on manquera de pain, on ne pourra plus se nourrir aucun et que là, il sera trop tard? En tout cas, moi, je voudrais insister sur une chose qui me paraît fondamentale dans ce qui arrive depuis une dizaine d'années. C'est lorsque des leaders politiques, hommes ou femmes, proposent des solutions radicales de lutte contre l'injustice sociale, ils trouvent un appui populaire important. Je pense à Bernie Sanders, qui était pas loin de battre aux élections primaires américaines dans le Parti démocrate, Biden ou les autres candidats. Je pense à Jeremy Corbyn en 2017-2018, son programme du Labour. Je pense à Syriza en 2015. Je pense à Podemos au début. Et je pourrais prendre d'autres exemples. AMLO au Mexique s'est fait élire en disant, donc le président actuel s'est fait élire avec la promesse d'une rupture radicale. Alberto Fernandez, qui est au pouvoir en Argentine, a promis une rupture radicale. Les gens soutiennent des engagements de rupture. Et le problème, c'est le fait que les forces politiques qui se font élire sur cette base-là n'ont pas le courage, ou n'ont pas la volonté, ou ont menti en se disant « ça nous fera élire ». Je ne pense pas que c'est le cas de Bernie Sanders ou de Corbyn. Par contre, d'autres... mais donc, le problème, c'est qu'on a un déphasage entre
au niveau à un moment donné, dans l'opinion publique et dans des peuples comme au Chili aujourd'hui, en Colombie, en Bolivie, des volontés de changement radical et des forces politiques finalement qui ne sont pas sorties du désastre du socialisme réel du XXe siècle et des renoncements de la social-démocratie du XXe siècle. Donc il faut réinventer un projet politique avec un programme qui soit cohérent et qui aille à la racine et des forces politiques pour le porter. Et ça manque terriblement, effectivement, mais on est là pour essayer de contribuer à ce que, malgré ce déficit énorme, des choses se reconstituent. Et pour moi, je viens de contribuer à lancer un manifeste sur la question de la pandémie et des réponses à la pandémie. Il y a un énorme soutien international à ce manifeste. Et donc, moi, j'espère de contribuer à une relance d'une dynamique de celle qui a permis la mise en place du Forum social mondial il y a 20 ans. Merci à vous deux. En fait, c'est en un mot, en lutte. Restons en lutte. Ça fait référence d'ailleurs à une belle exposition ici à la Cité Miroir qu'il ne faut pas manquer de visiter. Comme il ne faudra pas manquer de se procurer les 2 livres de mes invités aujourd'hui, Arnaud Zacharie, La transition écologique et sociale, et Éric Toussaint, Capitulation entre adultes. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. On passe